Ouais. Donc, mesdemoiselles et messieurs, nous allons aborder ce soir donc encore, donc on est je crois au 6e ou au 7e cours, je ne sais plus exactement, donc dans notre cycle autour du couple. Et on va aborder ce soir donc à la demande de Candice le sujet de la passion. Alors en fait, on va poser déjà une question, et j'attends votre participation, votre avis, concernant le sujet, on va dire, dans sa globalité. Est-ce que, selon vous, la passion, c'est une notion qui est indispensable tout au long de la vie d'un couple? C'est-à-dire, on va se marier, allez, pour un jeune couple, on va dire, dans le milieu orthodoxe très tôt, 20, 22 ans, un peu moins tôt pour certains, 27, 28 ans, et un peu plus tard pour d'autres, 35 ans. Mais en tout cas, on va vivre ensemble jusqu'à, on espère, jamais, d'accord, 90 ans. Donc on va avoir 70 ans de vie commune, 60 ans de vie commune. Est-ce que la passion, d'accord, si on considère qu'il faut de la passion dans un couple, est-ce que cette passion qui normalement est présente au moins au départ, on le vit au départ, est-ce que cette passion il est indispensable et qu'elle dure, d'accord, de faire nécessaire pour qu'elle dure, parce qu'il faut de la passion jusqu'à la fin, ou non? La passion elle est peut-être nécessaire en début de couple, en début de mariage, pour un petit peu lancer le couple, et le propulser un petit peu, et ensuite une fois que c'est lancé, la machine elle a démarré, et ensuite la passion elle va s'estomper progressivement. Salut Yana. La passion va s'estomper progressivement, mais c'est pas gênant parce qu'on aura construit autre chose. Donc la passion on va dire ça pourrait être peut-être un moteur pour démarrer, et ensuite il y a autre chose qui prend le relais. On peut appeler ça comme vous voulez, de l'admiration, de la considération, de l'attention. Voilà, on pourrait trouver plein d'adjectifs pour appeler donc, ce qui remplace ensuite la passion. Donc voilà la question que je vous pose. Est-ce que la passion, c'est une idée, un état d'esprit qu'il faut conserver, d'accord, tout au long d'un mariage, même à 70 ans, on doit être encore passionné l'un de l'autre, et éprouver et ressentir cette passion, ou non, c'est quelque chose qui naturellement s'estompe, et c'est pas gênant, c'est pas mauvais signe. Voilà, on peut poser aussi la question de cette façon-là. Est-ce qu'un couple qui se rend compte après 5 ans, 10 ans de mariage, qu'il n'y a plus de passion, est-ce qu'il faut se résigner en disant bon, c'est comme ça dans tous les couples, qu'il n'y ait plus de passion, c'est pas grave, on a construit autre chose, on a autre chose à partager, ou non? Pas du tout. Le fait qu'il n'y ait plus de passion, c'est un problème qu'il faut résoudre. Alors je vous écoute. Candice. J'ai 1000 réponses. Allez, démarre, on y va. Déjà, la notion d'indispensable à définir, je pense. Mais pour moi, tu peux continuer un couple sans la passion, mais les deux, la passion et ce que tu construis, qui ça pour le coup est véritablement indispensable avec la personne, peuvent coexister. Et le but pour tout couple, c'est de faire les efforts toute la vie pour que la passion elle persiste. Et moi, je suis persuadée que c'est possible. Ok, c'est une chose, je me dis 1000 choses. Ça j'entends, c'est ouais. Très très intéressant, et c'est pertinent. Je pense qu'effectivement il y a des couples pour lesquels la passion s'estompe et qui continuent de bien vivre et de bien s'entendre, et ça peut durer, et ça peut être très long, et ça peut être très bien, ça peut leur convenir. Mais je pense que ceux qui savent que le fait de faire persister la passion est possible, et qui du coup mettent tous les efforts en leur possibilité dans la relation, ils vivent mieux le couple que les autres. Très intéressant. Moi, j'ai vu dans une vidéo, du coup, je dis ce que j'ai vu, qu'on n'est pas forcément passionné dès le début, mais que ça vient avec les années, en fait. Donc là, tu dis le contraire. Dans un mariage, par exemple. Donc toi, tu me prends un contre-pied à la question. Tu dis que certaines fois, ça va être l'inverse. Il n'y a pas de passion au départ, la passion, on la crée, on la développe. C'est par exemple quand on fait un shibour, quand c'est vraiment quelque chose de sérieux, la passion elle vient pas forcément dès le début en Parfaitement. fait. Donc il faut se dire que ça viendra peut-être, en vrai on ne peut pas savoir je pense, ça viendra peut-être au fur et à mesure. Est-ce qu'il va falloir la chercher cette passion? Je pense parce que, après passion c'est un mot très fort. Je sais pas si passion et amour c'est... Alors non, alors tu as raison, c'est très intéressant d'abord de définir les termes. Je pense que quand on parle de passion, c'est un sentiment vraiment, on va dire, complètement irrationnel, d'accord, spontané. On peut parler de la spontanéité, on peut parler de quelque chose vraiment d'irréfléchi et de très comment dire, un ressenti très fort. C'est-à-dire par exemple la passion dans un couple, ça va être un mari, quand il voit sa femme, il a des cœurs, il a des étoiles dans les yeux. Ouais, d'accord. Et ça, alors c'est évidemment quand on est jeune couple ou alors même encore avant le mariage, oui, quand on n'a pas vu notre chérie pendant quelques jours, on la revoit, on est tout feu tout flamme. Est-ce que ce sentiment-là, il faut aspirer à le retrouver même 15 ans après le mariage? Donc ma femme va partir en déplacement dans 2-3 jours, ou moi, est-ce qu'elle va me manquer comme elle m'a manqué
pendant des moments où on était juste séparés avant le mariage, où voilà, on ne se voyait pas nécessairement tout le temps, donc elle me manquait vraiment, il fallait que je la revoie. Est-ce que ce sentiment-là, je suis censé le ressentir encore plus tard ou pas? Ou alors non, et si je le ressens pas, c'est pas gênant, c'est pas problématique. J'ai pas besoin de commencer à me questionner et à me dire, mais il y a un truc qui cloche dans notre couple. Comment est-ce qu'il faut le vivre? C'est un peu ça, de cette façon que je parle. D'accord? Est-ce que embrasser son conjoint, est-ce que ça doit être encore une action qui nous procure vraiment des picotements, tu vois, vraiment un ressenti fort, des sensations? Ou non, c'est devenu un geste lambda, une habitude et donc qui nous crée plus rien chez nous. D'accord? On peut parler de plein d'exemples comme ça. Est-ce que c'est censé tout le temps vibrer? Est-ce qu'on est censé tout le temps vibrer? Ou non, et si ça n'est pas le cas, c'est pas dérangeant. Rava, tu veux peut-être proposer quelque chose? Oui, en fait, j'ai l'impression que ça dépend sur quoi on s'attache la personne. Enfin, j'ai l'impression que la passion, c'est être toujours dans la curiosité de l'autre, enfin de pouvoir accéder, je sais pas, à l'infinité de ce que l'autre a en lui-même. Enfin, pour moi, c'est un peu ce lien un peu de âme à âme et de se dire que l'autre personne, en fait, c'est tout un monde. C'est Tselem Elohim et il y a tout à voir aussi dedans. Pour moi, c'est un peu de nourrir cette curiosité-là. Donc tu dis, la passion, c'est le fruit de ce qui m'attire chez l'autre dans la découverte de l'autre. C'est ça qui crée la passion. Quand il reste des zones d'ombre chez l'autre et que je vais m'appliquer à essayer de les découvrir, donc de sonder, de connaître l'autre, c'est ça qui va éveiller chez moi une passion pour l'autre. Moi, je ne le vis pas de cette façon-là. Pardon? Moi, je dirais que c'est plutôt de l'amour. Ouais, exactement. Ça, moi aussi, j'appellerais plus ça de l'amour. Okay. L'amour, il va être justement, on va ressentir de l'amour quand on va aussi ressentir et vivre le fait qu'on connaisse l'autre mieux. D'accord? Je le connaissais jusqu'à un certain niveau à un moment donné, et plus je le fréquente, plus je le découvre. Et plus je le découvre, plus je vois sa spécificité, combien il est unique, combien il est différent, combien il est particulier ou belle. Et donc du coup, ça va développer chez moi de l'amour pour lui. Parce que c'est pas juste une personne parmi tant d'autres, parce que des gens, j'en côtoie, j'en fréquente beaucoup. Mais cette personne-là, elle est unique sur ce point. Et cette unicité-là, elle lui donne une valeur supplémentaire. Et ça va développer, ça va entretenir et amplifier un sentiment d'amour plutôt. Je pense que la passion, c'est vraiment un sujet encore différent. D'accord? C'est une émotion, c'est... Comme les exemples que j'ai ramenés. Voilà, ces sentiments-là, ces expressions-là que l'on a quand on est au départ. Ouais, c'est un ressenti. Voilà, la passion, c'est quelque chose qui ne s'exprime pas, qui ne s'explique pas intellectuellement. C'est un ressenti fort, puissant, qui nous prend en tripes. Ouais, et pour le coup, ça relève plus de la matière du corps, je trouve, que du psychique, où là, c'est plus réfléchi, l'amour, il y a de la réflexion, il y a du raisonnement, alors que dans la passion, c'est vraiment du spontané. Moi, il y a une forme d'attraction, d'accord, d'attractivité, d'attirance vraiment forte. Joseph, tu veux participer? Proposer quelque chose? Non, c'est pareil. Hein, pour moi, c'est pas obligatoire en fait. Ça peut venir avec le temps, ça peut c'est important ce que tu dis. Dès le début, ça peut. Pour moi, oui, il faut essayer d'entretenir, mais après, c'est pas obligatoire que ce soit là en tout cas. Et si c'est pas là, c'est pas mauvais signe. C'est-à-dire que c'est chaque couple comme il se gère, mais ça dépend des gens, ça dépend des âges, ça dépend plein de choses. D'accord, mais c'est-à-dire que est-ce que dans l'idéal, quand même, il faudrait chercher à l'entretenir, oui, c'est à la maintenir? C'est C'est juste un plus? D'accord, ok, j'entends. Après, on va développer nous aussi. Les filles ici, Anaïs, Sarah, Lise. Avec Louise à chaque fois, mais je sais qu'il manque un truc en trop. Ouais? Moi je pense que... Tu vois, il faut y aller. Dis-nous tout. Moi je pense que c'est important de l'entretenir, même s'il y a des hauts et des bas. Ouais. Parce qu'on n'est pas tous parfaits. Mais je trouve ça important de le garder parce que la sensation, je trouve ça incroyable après des années de mariage de voir toujours la personne que t'aimes et ton cœur palpite autant. Parfaitement. Donc là, on est tous d'accord que c'est on va dire l'idéal, c'est que ce soit toujours comme ça. Mais est-ce que si c'est pas le cas, c'est un problème? Moi, je pense que ça dépend des gens. Ouais. Tu rejoins Joseph alors? Moi, je pense que ça dépend de la personnalité des gens ou des sentiments qu'ils apportent à l'autre. Mais personnellement, moi, je pense que ça me dérangerait. Que ce ne soit pas présent? Ouais.
Parce que je me dis que si j'aime quelqu'un, c'est à 100%. Et... Ça veut pas dire que t'as pas de passion, que tu l'aimes plus. Ouais. Oui, mais je trouve ça important parce que ça rajoute de la magie dans quelque chose Ouais. Alors justement, notre propos au départ, c'est de dire peut-être que cette magie, on en a besoin juste pour propulser le cours, le couple. Mais c'est dommage. Elle pourrait durer. Elle pourrait durer. Mais est-ce que c'est possible, justement? D'accord. Imaginons, tu vas goûter un nouvel aliment, d'accord? On te fait goûter un truc de ouf. Tu goûtes, c'est hyper bon. Après, une deuxième fois, tu le manges, c'est encore super bon. Tu as encore le kiff de le goûter. Mais si tu le manges tous les jours pendant 3 ans... J'ai un exemple très banal. Dis-moi. Ma grand-mère fait du riz à l'ail, c'est mon plat préféré. Là, il stop. J'en ai beau manger toute ma vie. Tu kiffes. À chaque fois que je le mange, je suis en mode, ouah, c'est trop bon. Mais t'en manges tous les combien de temps? J'en mange très souvent. C'est-à-dire plusieurs fois par semaine? Au moins plus d'une fois par semaine. Vraiment? Et encore tu kiffes? Ouais. Eh ben, il doit être vraiment très bon. J'ai cru pendant le Covid, elle nous les faisait, on récupère le riz à sa portée. Ouais. Alors bon, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel parce que je pense qu'en général, alors même tu me dis une fois par semaine, on va dire, ça reste quand même une certaine, je vais pas dire rareté, mais c'est quand même plus espacé qu'un couple. D'accord? Un couple, il se voit pas une fois par semaine, il se voit tous les jours, 24 heures par jour, enfin ou pas, en tout cas tous les jours. Donc et évidemment que dans ce couple-là, il y a plein de choses qui interagissent, d'accord? Il y a des pressions, il y a des nécessités, il y a des obligations. Et donc tout ça, ce sont évidemment a priori des ennemis à la passion. Parce qu'on ne peut pas... La passion, elle vient quand nos cœurs et nos cerveaux sont libres. D'accord? Mais quand on est pollué par toute la charge que l'on a au quotidien, ben, logiquement, cette passion, elle est freinée. Elle est pas libre de s'exprimer. Donc même si tu dis que dans certains cas exceptionnels, on va pouvoir peut-être entretenir vraiment un plaisir, d'accord, dans quelque chose de redondant, de régulier, mais de façon générale, ben, une chose qui est très fréquente, ben, on perd le plaisir, d'accord, on se lasse. Et donc logiquement, dans un couple, on pourrait très bien entendre que ce soit également le cas. Moi, j'ai une autre analogie. Dis-moi. C'est la Torah. Toi, par exemple, tu étudies tous les jours, et chaque jour d'étudier, ça te remplit, ça te rend heureux quelque part, même si tu peux parfois être las, je sais pas, bon. Et je pense que là où tu peux faire durer le kiff et ne pas te lasser, c'est la gratitude. Chaque jour, tu te lèves, tu te dis, mais merci mon Dieu que je puisse avoir ce kiff de lire la Torah, que tu m'aies donné ce bonheur, cette richesse. Et si tous les jours tu te dis merci, chaque matin, chaque moment où tu t'y mets, c'est un énorme kiff, tu te lasses pas. Et de la même manière, si tous les matins tu te réveilles dans ton couple, tu te dis mais j'ai la personne à côté de moi, c'est mon rêve, elle me comble de bonheur. Et chaque jour, du coup, tu fais l'effort de te rendre compte pourquoi tu l'aimes, à quel point tu l'aimes et pour quelle raison. Bah donc tu te lasses pas, tu trouves tous les jours une nouvelle raison, ou en tout cas tu alimentes le fait que tu saches pourquoi tu l'aimes. Et chaque soir, quand tu la retrouves, tu es trop content, tu vois, sur le long terme. Très bien. Je pense, c'est Donc, possible en tout cas. Non, c'est tout à fait Selon possible. l'effort. Je partage tout à fait aussi cette position-là, cette proposition. Et donc toi, tu es en train de dire que tu nous proposes des solutions. Donc tu continues dans ta lignée de dire que la passion, elle peut être maintenue pendant toute la vie d'un couple. Et voilà des solutions justement pour la maintenir. Ouais, très intéressant. Mais comment ils font les couples qui... comment j'explique ça, qui vivent pas avant le mariage ensemble. Ouais. Parce qu'il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Du coup, les personnes qui vivent ensemble avant le mariage, ils connaissent leur passion de vivre ensemble, ils se connaissent dans la même maison, etc., leurs habitudes. Mais les couples qui vivent ensemble après le mariage, du coup, pour avoir cette passion-là, c'est un peu plus compliqué. Elle doit mettre plus de temps, non, à venir. Alors, je serais tenté de dire que c'est tout l'inverse. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on vit ensemble avant le mariage, la passion que l'on ressent pour l'autre, c'est une passion qui est interdite. Et cette passion-là, ce qui l'entretient, ce qui l'amplifie, c'est justement le goût de l'interdit. Ça veut dire que, en fait, on a donné à cette relation qu'on a l'un avec l'autre cette semblant de passion. Quand on l'a vécu avec une passion qu'on pensait être la passion naturelle d'un homme pour une femme, inversement, alors qu'en fait, c'est une passion qui vient d'un autre ordre. C'est la passion, tout simplement, qui est véhiculée par le profit de quelque chose d'interdit. Nécessairement, quelque chose qui nous est interdit nous procure plus de plaisir. C'est une réalité, d'accord? La Gemara donne un exemple, je l'ai déjà ramené rapidement dans un autre cours. La Gemara, elle dit que, elle ramène l'histoire suivante. Elle dit, il y avait un type qui s'était introduit, qui était dans une maison d'un couple,
et il a dit au bonhomme qui s'apprêtait à boire un verre, il lui a dit attention, il y a un serpent qui a mis son venin dedans, donc ne bois pas. La Gemara va apprendre d'ici que logiquement, ce type-là n'a pas eu de relation avec la femme de ce bonhomme, parce que si c'était le cas, il aurait été intéressant, donc s'il développait une liaison avec elle, logiquement il aurait été intéressé à ce que le bonhomme boive. S'il le prévient en lui disant ne bois pas, c'est vraiment qu'il n'y a pas eu d'histoire entre lui et la femme, donc voilà, ça peut nous rassurer là-dessus. La Gemara a dit non, c'est pas vrai. Parce que c'est tout à fait possible que le bonhomme, il veuille que le mari ne meure pas, reste vivant, parce qu'il a plus de plaisir à avoir une liaison avec une femme mariée qu'avec une femme qui serait célibataire. Ah, ok, je comprends. Mais oui, mais il y a des couples qui vivent... Pardon, tu voulais dire quelque chose? Il y a des couples qui vivent pas dans la religion et du coup qui n'ont pas ce schéma interne de il faut pas... tu as raison. Quand ça ne l'est pas, c'est moins présent. C'est pas absent, c'est moins présent. Parce qu'en fait, malgré tout, il y a une autre notion dont on a déjà parlé qui est la notion de l'obligation. La notion de l'obligation, elle va donner des enjeux supplémentaires, des difficultés supplémentaires. Et plus il y a d'enjeux, plus il y a de défis, d'accord, à relever, et plus on est capable de le faire, plus ça va créer de l'amour entre nous. C'est-à-dire que quand tu as un homme et une femme qui vivent ensemble, d'accord, en couple pendant quelques années, mais sans obligation dans le sens de non marié, mais en fait, dans la mesure où chacun sait qu'il est libre, d'accord, rien ne le retient chez l'autre. Du jour au lendemain, il peut dire écoute, voilà, ça va plus entre nous, on se sépare. Ce qui est beaucoup plus compliqué dans le cadre d'un mariage. Encore dans le cadre de mariage, il y a un mariage, on a officialisé notre union, d'accord, et maintenant il faudrait officialiser notre séparation avec un divorce. C'est beaucoup plus élevé, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus fort, d'accord. Et ben, dans la mesure où justement il n'y a pas cette obligation, donc pour un couple qui vit ensemble avant le mariage, c'est plus facile de vivre ensemble. Donc qui dit plus facile, dit moins d'amour qui se crée. Parce que l'amour, il va se créer par le fait que, malgré le fait que je sois maintenant obligé, d'accord, de vivre avec l'autre, je vais devoir malgré tout le vivre bien. Et donc je vais être obligé de mettre les bouchées doubles pour développer quelque chose de fort entre l'autre et moi. Alors qu'avant, on laisse les choses se faire naturellement. Tu comprends cette notion d'adversité? Oui, ouais, mais je pense que tu peux décider de mettre autant d'efforts que tu veux, même si tu n'as pas d'obligation. De la même manière, il y a des couples, moi je connais des femmes, des couples qui ont divorcé 1 an après leur mariage et d'autres qui ne sont pas mariés, qui durent encore depuis des années. Oui. Enfin bon, il y a des exemples dans tous les cas, mais je pense que ça dépend de la volonté et qu'on n'est pas que esclave entre guillemets des symboles que représente le mariage enfin c'est pas que les symboles évidemment, mais je veux dire des interdits qui sont interdits. Alors moi je parle pas particulièrement vraiment de l'interdit, hein. Il y a le côté vraiment interdit religieux. Moi ce dont je parle c'est pas de ça, c'est vraiment la notion d'enfermement quelque part, d'accord. On employer ce terme alors que c'est un terme qui est plutôt négatif, péjoratif, mais cette notion d'enfermement dans le sens où maintenant je suis bloqué avec l'autre. Et cette notion justement d'être bloqué avec l'autre, c'est elle qui va être le point de repère, d'accord, et le point de départ de la vraie création dans le couple. Parce qu'avant ça, je ne suis pas obligé tellement de m'investir, parce que si je m'investis et que ça marche, tant mieux. Si je ne m'investis pas, ça ne marche pas, c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave. Alors que maintenant que je suis quelque part, on est menotté l'un à l'autre, maintenant il faut faire les efforts. Donc c'est maintenant qu'on commence à vraiment créer de l'amour. On a déjà expliqué ça dans le premier des cours qu'on a donné dans ce cycle-là. C'est de dire que, contrairement à l'idée connue de dire qu'on va donner à celui que l'on aime, donc si quelqu'un, j'ai développé de l'amour pour lui, alors je vais être amené à lui donner et lui donner plus et plus, on a développé que c'est tout l'inverse qui est vrai. C'est plus je donne à une personne, plus je l'aime. Donc maintenant, si j'ai bien conscience de cela, quand je suis maintenant, encore une fois, entre guillemets, menotté à la personne, maintenant, je n'ai pas le choix que de faire le travail nécessaire pour justement pouvoir faire que cette cohabitation, elle fonctionne et qu'elle perdure. Donc je vais être obligé maintenant de donner réellement. Et donc c'est pour ça que la vraie création dans un couple, elle va se faire à partir justement du mariage. Et avant ça, on peut être en très bon terme, avec plaisir, mais est-ce qu'on va créer réellement quelque chose de fort entre nous? Non. C'est pourquoi, dans beaucoup d'exemples malheureusement aussi très concrets, très fréquents, des gens vont rester vivre en couple pendant des années avant le mariage et quelque temps, ils vont se marier au bout de quelques années et juste après malheureusement ça va divorcer. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir maintenir la réalité d'avant le mariage, après le mariage, alors que c'est faux. Parce que justement il y a cette notion d'obligation qui change tout. Et donc en fait quand on parlait de la passion justement, la passion avant le mariage elle existe, d'accord? Elle peut être présente, elle est présente. Maintenant, dans un couple qui va le vivre de façon conjugale, maritale, avant le mariage, la passion qui est censée être une passion, qui est censée être une notion complètement pure,
complètement, on va dire, dénuée d'intérêt personnel, dans le sens où on fait ça pour l'autre, pour notre couple, et ben ça, elle n'était pas présente. Donc en fait, on a donné une mauvaise définition à ce qui est censé être la passion. Parce qu'avant le couple, avant le mariage, pardon, normalement, naturellement, d'accord, à part chez des personnes peut-être qui vont chercher à construire quelque chose de plus fort avant le mariage, normalement, c'est chacun qui est axé sur soi. Il cherche dans l'autre ce qui permet de combler ses attentes à lui. La preuve en est qu'il ne se marie pas. Pourquoi il se marie pas? Pourquoi un homme, il ne se marierait pas? Pourquoi il attend 4 ans, 5 ans avant de penser à l'étape du mariage? Parce que pour l'instant, il est dans une dynamique où lui, ça peut lui apporter à lui la compagnie féminine. D'accord? Donc, il prend ce qu'il peut prendre. Mais c'est lui qui est le centre. Et donc, bon, pourquoi se marier? Puisque pour l'instant, dans ce cadre-là, j'arrive à prendre ce qu'il me faut. J'ai des besoins physiques, je les prends. Des besoins émotionnels, je les prends. D'accord? Et pareil, dans l'autre sens, chez la femme. Et le fait même qu'ils ne se marient pas, ça prouve bien que pour l'instant, ils sont axés sur eux-mêmes. Et le switch qui se fait au moment de la volonté de se marier, c'est déjà maintenant, je vais être là pour l'autre. D'accord? Évidemment, je vais continuer aussi moi à profiter de cette alliance, cette union. Mais maintenant, je vais être là surtout pour l'autre. Je suis prêt maintenant à m'engager vers l'autre. C'est quoi s'engager vers l'autre après le mariage? Ah, le mariage en soi, c'est l'engagement. Mais je veux dire, qu'est-ce qui change dans le couple après le mariage, dans l'intérêt pour l'autre? Alors, comme on l'a dit avant, c'est que je n'aurai pas le choix maintenant que je suis, encore une fois, enfermé avec l'autre quelque part. Je n'aurai pas le choix de faire tous les efforts nécessaires pour que notre union, elle perdure. D'accord? Et donc, ça va me demander beaucoup plus d'efforts. Donc maintenant, je vais devoir faire beaucoup attention à ma façon de parler, ma considération des demandes de l'autre, alors qu'avant, c'est pas grave. Et donc le fait que ce ne soit pas grave dans le sens où, au pire, on se sépare pendant quelques semaines, on se retrouve plus tard, au pire, on se sépare complètement, ça rend la chose beaucoup plus simple. Parce qu'il y a toujours cette notion-là d'adversité. On a beaucoup plus de mal avec la chose à laquelle on est contrainte. D'accord? C'est une réalité humaine, simple. D'accord? D'ailleurs, on a déjà parlé de ça. On a déjà dit que l'homme est animé par 2 penchants. D'accord? Il y en a un qui lui est donné dès la naissance et un qui lui est donné seulement à l'âge de la majorité. Majorité religieuse, donc 12 ou 13 ans. D'accord? Quel est celui qui vient à la naissance? Quel est celui qui vient à la majorité religieuse? Je vous écoute. La majorité religieuse, c'est le penchant peut-être sexuel? Non, alors vraiment juste, on va rester sur positif, négatif. Yetzirah, Yetzirah Tov. Ah, ok. Vraiment, voilà, sur vraiment les deux grands axes. Il y en a un avec lequel on est et un qui nous est donné, qui s'introduit en nous au moment de la majorité. Qu'est-ce que tu dis, Rava? C'est le Yetzirah d'abord? À la naissance? Oui. Et l'autre ensuite? Ok, j'entends. Moi, j'aurais dit le contraire aussi. Moi aussi. Ouais. Non, c'est vrai. Un enfant, les deux. Un enfant né, il est plutôt, on va dire, sain, innocent. Ah oui. plutôt. En même temps, il est obligatoire. Ouais, alors je vous écoute, Sarah. T'as un avis? On a déjà parlé, tu te rappelles? Oui. Ouais. Donc en tout cas, j'entends une majorité ici pour dire que à la naissance, on est plutôt avec le penchant positif et que le négatif survienne à l'âge de 12-13 ans. Ce serait très cohérent avec l'âge de l'adolescence, d'accord? On voit qu'il y a des pulsions qui commencent à émerger et une forme de rejet, de négativité, de négation, d'accord? À partir de l'âge de la majorité. Eh bien, non, c'est l'inverse, comme on l'a dit Chava, c'est l'inverse. D'accord? C'est un pasouk, d'accord, un verset noir sur blanc dans la Torah qui dit Ki yetzer lève à Adam rar mineorav. Le penchant de l'homme, il est mauvais, il est négatif dès sa naissance, dès son plus jeune âge. Pourtant, vous allez me dire, mais je comprends pas, les enfants ils sont tout à fait agréables, tout à fait sympathiques quand ils sont jeunes. C'est justement au contraire, plutôt à l'âge de la fin de l'adolescence, début d'adolescence, vers 12-13 ans, que on commence à ressentir l'inverse. Mais justement, parce que l'Yetzirah, tant qu'il n'a pas d'opposition, il sommeille en nous. Il reste détente, il ne se réveille pas. Il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de défi. Alors il ne se réveille pas, il dort, il se repose, il prend des forces pour après. D'accord? À 12-13 ans, il y a le penchant positif qui vient. À la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Là, il y a un enjeu. Là, Yetzirah, là, il commence à se réveiller et à se mettre en action. Parce que là, il y a de l'enjeu. Dans la vie, c'est comme ça. Quand il n'y a pas d'enjeu, ou moins d'enjeu, il y a moins d'adversité. On a moins cette expression-là d'aller contre la chose. C'est justement quand il y a l'adversité que ça devient difficile. Ok? Donc voilà pourquoi je parle, en tout cas, on s'est un petit peu éloigné, mais on parlait du fait que la passion que l'on peut vivre avant le mariage, c'est une passion qui n'est pas définie de la bonne manière, selon ce que nous on est en train de développer, parce que c'est une passion qui est animée non pas par quelque chose de très fort que l'autre me procure, d'accord, mais c'est quelque chose que l'interdit me procure. C'est vrai que cet interdit, maintenant, il a un visage, d'accord, il a un corps
il a une identité, il s'appelle l'autre. Mais c'est l'interdit qui me procure ce plaisir-là. Exactement comme dans l'histoire que je vous ai ramenée avec ce monsieur-là qui avait tout intérêt à ce que ce mari reste vivant, parce qu'il a plus de passion, d'excitation, à se dire qu'il continue à avoir une relation avec une femme mariée qui lui est interdite. Parce que l'interdit, c'est un goût particulier. Ok ? Très bien. Donc maintenant, on va essayer un petit peu d'avancer. Donc j'ai entendu vos propositions, et elles sont toutes intéressantes. Et comme je le dis à chaque fois, ce que moi je vous propose, ce n'est pas une vérité unique, d'accord ? Je suis une certaine direction, une certaine orientation, d'accord, qui n'est pas la mienne. Mais ensuite, évidemment, on peut proposer d'autres orientations, d'accord, d'autres directions. Alors, d'abord, la notion de passion, la passion, elle fait partie intégrante du couple juif. Dans un couple juif, la passion, au moment où on départ, d'accord, elle doit être présente, elle en fait partie. Où est-ce qu'on voit ça ? On a déjà dit ça dans les termes mêmes qui définissent l'homme et la femme. Un homme, c'est Ish, une femme, c'est Isha. Les deux lettres qui sont communes dans les deux mots, ce sont les lettres Aleph et Shin qui forment le mot Esh. D'accord ? Ish, c'est écrit Aleph, Yud, Shin, vous enlevez le Yud, ça donne Esh. La femme, c'est écrit Aleph, Shin, He, vous enlevez le He, ça donne Esh. Donc il y a une passion. Donc j'ai dit que ce feu-là, c'est un feu qui peut être très positif, d'accord, qui permet justement d'entretenir la flamme entre nous, et il peut être aussi destructeur. Ça va dépendre en fait de ce que je lui rajoute comme épice. L'épice, ce sont justement les deux lettres en plus, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Dans le Ish et Isha, on a deux lettres semblables, c'est le Aleph et le Shin, on a deux lettres qui ne se retrouvent pas dans l'autre. C'est le Yud et le He. Le Yud et le He, ça donne K. Alors ça s'écrit autrement, ça se prononce autrement, mais je ne le dis pas parce que c'est le nom d'Hachem. On a déjà dit que pour que ce feu-là, qui est indispensable, d'accord, dans un couple, pour que ce feu-là ce soit un feu positif et pas un feu destructeur, il faut qu'il soit accompagné par un troisième facteur, d'accord, qui s'appelle la présence divine. Évidemment que ça s'exprime de quelle manière ? Par le respect de tout ce qui fait un couple. L'exclusivité, évidemment, on est exclusif l'un à l'autre, il n'y a pas de... D'accord, on va voir ailleurs. Il y a la notion évidemment de la pureté familiale, il y a la notion des valeurs et des valeurs éducatives qu'on va avoir dans notre famille, dans notre foyer, d'accord, de ce qu'on fait rentrer dans notre maison, ce que l'on n'accepte pas. Donc il y a plein de choses qui vont définir de est-ce que Dieu il est le bienvenu chez moi, ou au contraire, je lui dis, t'es bienvenu Dieu, mais tu t'arrêtes à la mezouza, dedans, on ne veut plus te voir, d'accord ? Et donc, en tout cas, on voit très clairement que la passion, elle est partie intégrante dans un couple. Maintenant, on a posé la question, c'est est-ce que cette passion elle est présente au début ou également elle doit perdurer dans le temps ? Et bien en fait, donc en fait, on vient de parler du terme du feu, ce feu-là. Le feu, évidemment, un feu, il faut qu'il soit entretenu. Si on n'entretient pas, il s'éteint naturellement. Et en fait, on remarque ça dans la notion même quand on parle justement de ce feu-là qu'on exprime souvent par tomber amoureux. Enfin, tomber amoureux, c'est facile de tomber amoureux. Pourquoi ? Parce que c'est que ce qui est spontané. Ça dépend. Il y a des personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui n'arrivent pas à faire ressentir leurs sentiments et n'arrivent pas à dire je t'aime ou ne savent pas en fait quand ils sont amoureux. Ils n'arrivent pas à le faire sentir à l'autre personne en fait. Ok, mais on va dire que... en fait, la question c'est comment on peut savoir qu'on est amoureux ? Bon, après ça, je pense que ce serait l'objet encore d'une autre réflexion. Ouais. Moi, ce que je veux en tout cas plus exprimer, c'est de dire que, on va dire chez quelqu'un qui va ressentir justement ce sentiment-là d'amour en tombant amoureux d'une personne parce qu'il s'est amouraché de quelqu'un, et ben tomber amoureux, ce sera relativement facile. Ce qui va être compliqué, ça va être de rester amoureux. Et en fait, c'est ça justement qui rejoint l'idée de la passion, même si on fait un petit switch sur l'amour, mais c'est la même notion. D'accord ? Il y a quelque chose de présent de base. Ensuite, il y a la notion de l'entretenir, comme ce feu-là qu'il faut entretenir, et il y a la notion de tomber amoureux qui va être plus ou moins, on va dire, naturel, facile, en tout cas qui ne demande pas d'effort, et rester amoureux qui lui demande évidemment un travail constant. D'accord ? Et bien en fait, la passion de base, d'accord, qui est présente dans un couple de base, le fait que l'on puisse concevoir, s'imaginer qu'elle ne durera pas, qu'elle ne sera pas comme ça à jamais, c'est faux. Pardon, c'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai, ce n'est pas faux. Je veux dire, c'est parce que dans mon cours, j'ai écrit ce sentiment n'est pas faux. D'accord ? Donc ce n'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai, ce sentiment qu'on a de se dire, mais c'est pas possible que ça reste à jamais. D'ailleurs, il suffit juste de regarder un peu autour de nous. D'accord ? On a nos parents,
comme modèle, on va avoir des gens qui nous entourent, on va avoir des jeunes gens qui se baladent entre eux main dans la main à se becter toutes les 2 secondes, qui ont l'air passionnément amoureux, et ils n'arrivent pas à se lâcher du regard, ils se regardent, on dirait qu'ils vont se brûler, se consumer l'un l'autre, d'accord? Alors que quand vous voyez des couples qui vont plutôt à la cinquantaine, soixantaine, vous ne voyez pas la même chose. Donc on a l'impression quand même, et ça semble évident, de dire que, a priori, la passion, elle ne dure pas. En tout cas, la passion que l'on constate au début, d'accord, que l'on remarque au début, elle ne dure pas dans le temps. D'accord? Mais en réalité, d'accord, malgré le fait que c'est légitime de penser que ça ne va pas durer, en réalité, on fait une grave erreur qui est en termes en fait, de considération. J'explique tout de suite, ça veut dire quoi? C'est vrai que dans la durée, d'accord, comment est-ce que je l'ai dit exactement? Dans la fréquence d'expression de la passion, c'est vrai que ça va s'estomper. Ça, c'est inévitable. Dans la fréquence, ça va s'estomper. Mais dans l'intensité, ça peut ne pas s'estomper. Alors après, si on ne fait pas d'effort, ça s'estompera aussi. D'accord, ça peut se casser la figure complètement. Mais sur l'intensité, ça par contre, cette passion-là, elle est maintenue. Si on fait les efforts encore une fois. C'est-à-dire que vous allez voir ce vieux couple, d'accord? Un couple, voilà, d'un certain âge, 60 ans, 70 ans. Effectivement, ils vont moins être tout le temps en train de s'exprimer et de ressentir et d'exprimer envers l'autre des sentiments de passion débordante. C'est vrai. Et c'est pas contradictoire et c'est pas gênant. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette passion qui était à la base extrêmement présente dans la durée, maintenant elle va se condenser dans des moments qui sont plus rares, mais en termes d'intensité, on a tout conservé. Ça veut dire qu'il y avait une intensité qui s'étalait dans le temps, dans un couple, dans un jeune couple, d'accord? Donc c'était une passion forte, mais qui était étalée dans le temps. Et bien, dans un couple plus mature, vous condensez toute cette intensité-là, d'accord, dans des moments qui sont beaucoup plus restreints, mais cette intensité, elle est présente, cette passion, elle reste présente. Ça va être beaucoup plus condensé. Et en fait, on constate ça déjà, dans un premier temps, par l'outil numéro 1 pour entretenir la passion, qui est évidemment le respect des lois de la Nida. C'est ce que la Torah a trouvé de mieux pour justement nous permettre de maintenir cette passion. Je l'ai déjà ramené aussi, je crois. J'ai un ami qui est hypnothérapeute et il s'occupe de problèmes de couple. Ouais, thérapie par l'hypnose. Ok. Ouais. Et il reçoit des couples non juifs qui expriment clairement des problèmes de couple en disant voilà, ça fait des mois qu'on ne s'est pas touché, des mois qu'on n'a pas eu de relation ensemble. Et des couples non juifs, hein. Et qui sont mariés, qui restent des couples propres, d'accord, qui ne veulent pas chercher ailleurs, mais qui ressentent un vrai malaise du fait qu'ils n'arrivent pas justement, qu'ils n'entretiennent pas de relations conjugales régulièrement, et même très rarement, ou même jamais. Et donc, lui s'est permis de leur donner ce conseil-là, de leur dire, regardez, je vous conseille de mettre en place des périodes d'abstinence. Abstinence de contact. Mais du coup, De contact. Pas seulement de relation, parce que relation, de toute façon, ils n'avaient pas. Ouais. De contact tout court. Ça veut dire, voilà, maintenant, vous allez vraiment vous séparer. Il leur a proposé, alors pas dans le détail exactement toutes les lois. Ouais. Alors, pas tous les détails comme nous. D'accord ? Nous, c'est beaucoup plus complexe, parce que c'est les lois de la Torah. Mais il leur propose quelque chose qui se rapproche de cela, en cherchant justement à créer un moment d'interdit. Et comme on l'a dit, l'homme, il est fait comme ça. Ouais. Quand c'est interdit, ça renouvelle. Exactement. Quand c'est disponible, tu veux pas. Quand tu ne peux pas, tu veux. Oui. Mais ça c'est quelque chose. Quelle est la pratique après que la femme soit ménopausée? Très intéressant. Exactement. Est-ce qu'il y a un rythme qui est gardé Non, justement, c'est qu'on n'en a plus besoin. C'est exactement ça. On a été entraîné suffisamment. Exactement. On n'a plus besoin. Oui. Dans un couple qui va respecter les lois de Nida pendant leur durée de vie commune, quand elle est concernée par cela, donc avant la ménopause, et en fait, ils ont appris justement à entretenir la passion. On leur a donné en fait un modèle à suivre, d'accord, un cadre légal à suivre, auquel ils doivent se conformer, pour justement créer ce renouveau-là perpétuel, d'accord, mensuel. Mais une fois qu'on les a entraînés, justement, et d'ailleurs, il faut savoir aussi quand on se rapproche de la ménopause, c'est pas brutal, c'est pas du jour au lendemain qu'une femme n'a plus ses règles. Ça commence d'abord par s'allonger, les cycles s'allongent, d'accord. Donc en fait, on va avoir maintenant un exercice progressif de dire maintenant, ça n'est plus forcé par la Torah de devoir créer nous-mêmes cette passion, mais en fait, on n'a plus besoin de ça, parce qu'en fait, on a réussi à créer une fusion dans notre couple qui fait qu'on n'a plus besoin de ces moments d'éloignement pour ressentir la passion qu'on a l'un envers l'autre. Ça veut dire que quand on a la ménopause, on peut encore avoir des relations.
Ah, mais à partir de la ménopause, c'est fini. C'est que dans le sens, c'est fini, dans le sens, il n'y a plus de règles, donc il n'y a plus de période de séparation. J'ai compris qu'on n'avait plus le droit à Ah non, pas du tout. Ah, je me disais. Pas du C'est tout. tôt quand même. Pas du tout. Les relations, on en a jusqu'à la mort. Ah, ok, D'accord. j'ai compris. Ok. Non, pas du tout. Ce qu'on disait, c'est que jusqu'à la ménopause, on a besoin d'un cadre. Parce que seul, on n'est pas suffisamment, comment dire, suffisamment discipliné, d'accord, pour réussir à entretenir cette passion par nous-mêmes. D'accord. Donc, on a besoin que la Torah, dans sa grande sagesse, sa sagesse infinie, nous l'a imposé. D'accord. Alors oui, c'est imposé, mais pourquoi tu m'obliges? D'ailleurs, c'est intéressant ça aussi. Souvent, quand on parle de la nida, d'accord, alors on parle justement du fait que l'homme qui a ses obligations envers sa femme, eh ben, doit respecter un minimum de fois où il va aller solliciter sa femme pour des relations conjugales. D'accord. C'est cadré par la Torah. Aujourd'hui, ça va tourner, alors on met de côté la première année du mariage, où c'est illimité, mais ensuite, on va demander d'avoir une fréquence à l'homme de 2 fois par semaine. D'accord. Et en général, on va nous dire que ça va être le vendredi soir, parce que c'est le soir de Shabbat, c'est important, et un autre soir, on va dire qu'il faut fixer le mardi soir, le mercredi soir, fixer un autre soir dans la semaine. Alors quand on parle de ça, tout le monde se soulève en disant mais quoi? Tu limites les relations conjugales à des moments, des rendez-vous déjà planifiés, mais c'est censé être quelque chose de tout à fait spontané et qui provient d'un sentiment naturel et affectif, affectueux et ben voilà, d'amour l'un envers l'autre. Comment tu peux me cadrer ça dans des moments très précis? Alors, ok, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? On leur dit écoutez, faites-en l'expérience et vous venez nous voir. Revenez nous voir dans quelques mois et on en reparlera. La réalité, elle est que l'homme, si on ne le cadre pas, il ne se passe rien. C'est une réalité, mais une réalité qui touche tous les couples. Dans les couples dans lesquels il n'y a pas justement cette notion-là de forcer quelque part, et ben malheureusement il ne se passe rien. Pour une raison simple, c'est pas qu'on n'a pas envie au fond, c'est juste que dans tous les couples, et encore plus quand on est parent, et ben on est pris. On est pris par notre routine, on est pris par nos obligations, on est pris par nos charges mentales, émotionnelles, financières, etc. Et du coup, eh ben, on n'est pas disponible émotionnellement, on n'a pas cette volonté naturelle d'aller vers l'autre. C'est une réalité. Ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas un manque d'attention, ce n'est pas un manque de considération de l'autre, c'est juste qu'on n'est pas disponible concrètement. Et donc la Torah, encore une fois, les sages ont eu justement cette vision-là, qui était une vision de la réalité du terrain, qui est que concrètement, c'est ou ça ou rien. Si on ne dit pas ça, alors il n'y aura rien. Alors à choisir entre on se force, entre guillemets, à respecter des moments et on veut juste se laisser porter par la spontanéité, mais la réalité nous montre, de façon très claire, ce n'est pas des exceptions, c'est la réalité de 90% des couples, que si on laisse parler la spontanéité, il ne se passera rien, pas encore une fois parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce que c'est la réalité qui veut ça, et bien à choisir, vaut mieux ça. C'est un moindre mal. C'est vrai que dans l'idéal, un couple qui arriverait à maintenir des relations fréquentes de façon spontanée, avec plaisir, c'est l'idéal. La réalité nous montre que c'est l'inverse. D'accord ? Donc les lois de la Nida, justement, vont être mises en place par la Torah. Une des raisons, c'est justement, comme la Gemara nous dit, pour que mensuellement, un homme, quand il retrouve sa femme, et inversement, eh ben, ce soit comme le jour où ils se sont mariés, le jour de la choupa. C'est une réalité, c'est comme ça que ça marche. D'accord ? Mais comme nous a dit Chava, eh ben, quand on approche de la ménopause, et ensuite quand on est dans la ménopause, il n'y a plus ces cycles-là. Donc maintenant, la femme, elle autorise à son mari H24. Et ben, H24 tout le temps, d'accord ? Pendant des années de suite, il n'y a plus de séparation. D'abord, il faut savoir aussi que cette expérience, on la vit pendant la grossesse. D'accord ? Donc c'est déjà un moment d'entraînement à cette situation où il n'y a plus justement de séparation. Parce que pendant la grossesse, une femme n'a plus ses règles, donc pendant 9 mois, ben, le couple vit maritalement, normalement, sans aucune séparation. D'accord ? Donc déjà, on a un terrain d'entraînement pendant la vie active du couple, à ces moments-là où il faut qu'on se débrouille tout seul. D'accord ? La Torah, elle nous dit maintenant, les sages nous disent, débrouillez-vous tout seul pour entretenir cette passion. Vous avez des moments de travaux pratiques. Allez-y. Mais c'est ça le fait qu'il n'y ait plus de structure à un moment donné. Enfin, en fait, ouais. C'est ça que j'essaie de comprendre. Ouais. Pourquoi... Tout le cadre, il est fait justement pour, comme on est en train de dire, pour que cette passion, elle soit présente, cette passion, elle soit entretenue. Donc, on nous met en place les lois de la Nida qui permettent de l'entretenir quand on est jeune, de façon très régulière, avec des exercices, des moments d'exercice comme ça, des moments de grossesse où justement, il n'y a plus ça. Donc maintenant, c'est à nous, c'est entre nos mains de faire le nécessaire pour que cette passion se maintienne pendant les 9 mois, pour pas qu'elle se casse la figure. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout cela et qu'on a suivi le processus, on a suivi les règles, sans mauvais jeu de mots,
comme il faut, et ben quand on arrive maintenant à la ménopause, et ben on n'a plus besoin de ça. On est livré à nous-mêmes, mais on a développé la maturité nécessaire, d'accord, et l'entraînement nécessaire pour réussir à développer et à maintenir la passion sans qu'on ait besoin de nous forcer à le faire. D'accord? Donc évidemment que, comme on l'a dit, donc les lois d'Anida, c'est ce qui permettent de casser l'ennemi public numéro 1 dans un couple qui s'appelle la routine. La routine, évidemment, c'est ça qui cause, d'accord, la déchéance d'un couple. Il faut casser la routine. À chacun de trouver les solutions pour le faire, mais évidemment que le manque de routine, en fait, si on rejoint ce que nous disait tout à l'heure Chava, encore une fois, c'est que ce qui va beaucoup développer l'amour dans le couple, c'est justement la nouveauté. La nouveauté dans l'autre, la nouveauté dans la découverte de l'autre. Quand je découvre des choses que je ne connaissais pas chez l'autre, eh ben, ça le rend encore plus spécial pour moi. Ça le rend différent parce que c'est quelqu'un que je connais beaucoup mieux que n'importe qui d'autre. Et donc en fait, ça c'est exactement l'inverse de la routine, parce que la routine, finalement, c'est métro boulot dodo, on connaît de l'autre exactement ce qu'on a connu il y a 10 ans, il n'y a rien qui se renouvelle, donc en fait, il n'y a rien qui permet de renouveler notre amour. Évidemment que ces notions d'amour et de passion sont liées. Oui, mais au bout d'un moment, on connaît la personne. Au bout de 20 ans de mariage, 15 ans, non? Alors, on connaît, mais on va dire, on va plus les années vont passer, plus on va creuser dans l'intériorité de la personne. Mais peut-être que j'y suis pas encore, je ne suis qu'à 13 ans de mariage. Pour l'instant, en 13 ans de mariage. Ouais, c'est pas mal, mais je ne connais pas encore ma femme du tout. Ah bon? Bah oui. Mais Pas qu'est-ce du que tout. ça veut dire C'est ça? ouf, déjà, Comme ça, genre. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui connaît réellement l'autre, comment on appelle connaître? Connaître en hébreu, c'est la yedia. D'accord? La yedia, c'est une connaissance qui ne se limite pas uniquement à mon intellect, mais qui est mise en pratique, en application. D'accord? Si c'est une connaissance juste intellectuelle, je sais comment elle est, mais que je n'ai pas fait le travail pour adapter mon comportement à ce qu'elle est, à ce que je sais ce qu'elle est, c'est pas encore une connaissance. C'est un savoir, peut-être. D'accord? La connaissance, c'est d'avoir, réussi à adapter mes actions envers elle, mon comportement envers elle en fonction de ce que je sais d'elle. Mais tu fais déjà ça. Pas encore. Pas jusqu'au bout. Dire, ma femme, je sais qu'elle va avoir une certaine sensibilité sur certains points. Voilà, D'accord. c'est ça. Je le sais. Mais est-ce que mes moindres gestes vont être adaptés à ce que je sais de sa sensibilité? Si tu prends conscience de tes gestes et tu te dis, là, je sais comment elle va réagir, si Ouais. je fais ça, il faut que je Ouais. fasse ça. Mais alors, ça va être le cas dans des cas pratiques, dans des cas d'école. D'accord? Un cas spécifique, je sais, voilà, dans cette situation, je connais sa sensibilité là-dessus. Donc là, de façon très spécifique, je vais réussir à adapter mon comportement par rapport à ça. Mais de manière globale, Non. présent, tu Non. sais, Ouais, ben non. globalement. Non. Tu le sais intellectuellement, mais est-ce que, au moment de réagir, est-ce que c'est ça qui va être ta réaction spontanée, naturelle, ou pas? Et en fait, dans la mesure où ça te demande encore un effort, voilà, dans la mesure où ça demande encore un effort, donc c'est pas une connaissance que tu as complètement D'accord. assimilée. Donc c'est D'accord. naturel, c'est Voilà, de faire un dire, effort. par exemple, voilà, le fait de savoir que si je consomme un aliment toxique, d'accord, ça va être négatif, ça va me tuer, et ben j'ai pas besoin maintenant, à chaque fois que je suis face à la situation, de réfléchir, d'analyser le pour, le contre et de me dire, ah mais attends, si je le mange et si je le mange pas. Non, c'est naturel, c'est spontané, je sais que là c'est. Et ben la yedia, la connaissance, justement, c'est ça. Et donc là, pour l'instant, oui, j'ai un certain savoir et j'ai une certaine connaissance sur certains points de ma femme. Mais d'ici à dire que je la connais parfaitement, dans le sens où j'ai un comportement qui est parfaitement cohérent avec le côté intellectuel de ce que je sais d'elle, ça n'est pas encore le cas. Et dans ce cas-là, toi-même, tu te connais pas vraiment. Ouais, effectivement, bien sûr, parfaitement aussi. Et vous êtes- Mieux quand même, Oui, mais je veux mieux dire, quand même. dans la mesure où là, tu partages ta vie avec elle, tu vas te découvrir en tant Exactement. que au fur et à mesure. Exactement. Il y a Exactement. J'ai entendu qu'en fait, au début du mariage, on se ressemble, c'est-à-dire, ah là là, t'aimes bien ça comme moi, oh là là, on est pareil, bref, idem, pareil. Mais qu'après, au fur et à mesure des années, c'est plus de la ressemblance, mais on est complémentaires. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. On a développé tout un cours là-dessus. C'était pour savoir, est-ce que quand je cherche à me marier, est-ce que je dois chercher quelqu'un de semblable à moi ou quelqu'un de différent de moi? Ok. Toi, tu es en train de dire qu'à priori, un jeune couple, de base, ils sont semblables. D'accord? C'est souvent, c'est ce qui va attirer deux personnes qui vont se rencontrer dans un même événement, donc quelque chose qu'ils partagent en commun,
ils vont se rencontrer au cinéma, donc du coup, voilà, ils ont une passion pour tel type de film et une certaine sensibilité commune, et d'autres personnes vont se rencontrer dans un resto, donc ils ont aussi une affinité culinaire, etc., etc. Donc c'est vrai que souvent, on va avoir l'impression que les couples se construisent sur des similitudes, et ensuite seulement vont émerger les différences. Mais c'est pas tout le temps le cas, et en fait, nous, ce qu'on avait essayé de développer, c'est plutôt qu'est-ce que je suis censé chercher. D'accord ? C'est-à-dire dans la mesure où voilà, maintenant je me dis de façon proactive, je vais commencer à chercher à me marier. D'accord ? Quel profil est censé m'attirer ? Quel profil je suis censé rechercher pour mon épanouissement ? Alors comme le disait Candice avant, c'est que le mariage, ce qui va permettre, entre autres, c'est de me découvrir moi-même. C'est 100% vrai. Un homme non marié, une femme non mariée, c'est pareil, ne se connaît pas encore. D'accord ? Parce qu'elle va avoir une certaine faculté, une certaine facilité donc, à être patiente, à être tolérant, à être agréable, etc. Mais c'est seulement dans le cadre voilà, de ses connaissances, de sa famille, etc. C'est beaucoup plus simple que quand c'est face à une personne qui est totalement différente de nous, en l'occurrence le sexe opposé. Et là maintenant, on va se découvrir notre vraie nature. Est-ce que réellement la personne que je pensais être une personne qui était attentive, d'accord, qui était à l'écoute de l'autre, est-ce que que je pensais de moi, c'est vrai ou pas ? C'est dans le cas du mariage que ça se représente, que ça s'exprime. On en a parlé, je l'avais ramené, ou pas encore, peut-être ce sera dans un prochain thème, ce que dit le Rav Volbe, d'accord, qui était une figure du monde lituanien qui est décédé il y a quelques dizaines d'années, peut-être 25-30 ans, qui disait la chose suivante. Il disait que une personne peut être la plus belle des personnes en dehors de son couple. D'accord ? Et en fait, la seule chose qui sera retenue ensuite pour définir ce que la personne est réellement, ce sera son comportement dans le couple. Ça veut dire, malheureusement, on voit ça trop souvent, des personnes qui sont totalement disponibles pour toute la terre entière à l'extérieur de chez eux. C'est-à-dire que quand on les appelle, tu as besoin de moi avec plaisir, je viens, tu viens tout de suite, je viens tout de suite. Demain, je suis là. Tu as besoin de ça avec plaisir. On l'appelle au téléphone, ils viennent te parler, ils ont un conseil à te demander, avec plaisir, je suis là. Et sans vouloir me culpabiliser plus que ça, mais quelque part, je me sens aussi concerné. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus attrayant, beaucoup plus valorisant, surtout, quand on va venir un petit peu nous solliciter, on est disponible. Tu as besoin de moi, oui, je t'écoute et je propose mes conseils, etc. C'est valorisant. Quand c'est un de l'extérieur. Mais quand c'est un de l'intérieur, on va être beaucoup moins enclin à le faire avec tellement de cœur. Et en fait, le Rav Volbe dit que si une personne, elle est extrêmement généreuse à l'extérieur, généreuse dans son temps, dans son écoute, dans ses moyens, à l'extérieur de chez elle, vraiment, imaginez-vous le philanthrope par excellence, qui donne sa vie pour les autres. Mais dans son couple, il n'est pas comme ça. En fait, c'est pas seulement qu'on va lui en vouloir, c'est que tout ce qu'il aura fait à l'extérieur sera réduit à néant. Néant. D'accord ? Mais pourtant, il a sué. Et j'ai malheureusement des exemples de gens comme ça en tête, malheureusement. Des gens, je vous assure, ils lésinent sur aucun effort. Ils peuvent passer des nuits blanches pour les autres. Ils peuvent transpirer par 45 degrés à l'ombre pour aller porter des machines à laver et des meubles pour aider les amis à déménager. Ils peuvent faire des trucs de fou. Tu dis, mais ce type-là, il va avoir un lamaba, mais je suis jaloux de lui. Le problème, c'est qu'il ne met pas la même intensité d'effort dans son couple. Tout ce qu'il aura fait dehors, c'est zéro. Ça fait peur quand même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme on a dit encore une fois, c'est la question de l'adversité. Parce que quand tu es chez toi, en fait, tu as l'impression qu'on va se débrouiller sans toi, que tu n'as pas... en fait, l'autre, il est déjà acquis, il est déjà là. D'accord ? Ta femme, elle est là. Donc que tu sois là pour l'aider ou pas, elle restera là. Les amis, par contre, il faut encore se les approprier. D'accord ? Il faut développer cette amitié, il faut l'entretenir. Il faut obtenir quelque chose que je n'ai pas encore. Et donc là, évidemment, ça va être beaucoup plus simple à le faire. Parce que je ressens clairement ce que ça apporte à moi. Alors que dans le couple, c'est ce que ça va apporter à l'autre. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Ok ? Oui, Rava ? T'es sceptique là ? Non, je réfléchis. Non, mais je me demande en fait du coup, ce que ça veut dire le Ezer Kenegdo. C'est pas seulement réservé à la femme. C'est quelque chose. C'est dans les deux sens. Oui. Donc. Ezer Kenegdo, ça veut dire quand. Alors je traduis. Quand Dieu il a créé l'homme, d'accord, il a créé l'homme, il a créé une femme. Et comme c'est écrit, la femme a été créée pour être Ezer Kenegdo, c'est-à-dire une aide face à lui. Une aide face à lui, comment est-ce qu'on exprime ? On exprime, les sages disent la chose suivante, c'est que Im Zacha Ezer,
imlozacha kenegdo, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire s'il mérite, c'est-à-dire s'il a un comportement qui est louable, qui est positif, alors ce sera une aide pour lui. C'est-à-dire qu'elle l'accompagnera dans le bon sens. D'accord? Et il ira dans une bonne. S'il va dans la bonne direction, eh ben, elle l'accompagnera, elle le stimulera pour l'accompagner dans cette direction-là. Par contre, imlo zacha, s'il n'est pas méritant, dans le sens de s'il ne suit pas la bonne direction, eh ben, elle sera kenegdo, elle sera face à lui. C'est-à-dire quoi face à lui? C'est-à-dire un peu tel qu'un miroir, pour le mettre face à ses erreurs, face à ses contradictions. D'accord? Donc un homme qui a un bon comportement, il suit les règles sociales, morales, etc., humaines, thoraïques, eh ben, la femme elle va l'accompagner. D'accord? Elle va le pousser, l'encourager, etc., dans cette direction-là. Elle sera une aide, d'accord? Un soutien. Okay? Mais, si par contre l'homme, justement, il est à contre-courant, d'accord? Contre-productif, il n'a pas les bons comportements, et ben, sa femme, alors ce sera quand même une aide finalement, puisqu'elle sera face à lui. Donc elle sera dans un sens en train de le remettre face à ses erreurs, donc elle va l'aider à rectifier le tir. Elle sera tout le temps aussi une aide, mais une aide qui, de façon telle qu'on la perçoit, elle semble être une aide, une personne qui est ici conflictuelle, d'accord, dans une relation conflictuelle. Maintenant, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais je me demande en fait pourquoi est-ce que justement, là à l'extérieur on est généreux et après dans son couple on l'est pas parce on peut trouver que l'autre, justement, c'est notre adversaire. Ou je sais pas, on entretient un rapport difficile avec l'autre, peut-être qu'après il représente en fait les choses en nous qu'on n'aime pas. Enfin, je sais pas, peut-être que je vais un peu. Mais... J'ai pas très bien compris. Si, moi j'ai compris. Vas-y, tu exprimes peut-être que en fait, l'autre il nous renvoie une image de nous qui nous déplaît et qui du coup va représenter cette image-là déplaisante, et donc on va essayer de parfois le chercher ou de le piquer, mais que inconsciemment c'est en fait renvers. Enfin, c'est pas c'est ça, ça n'a rien à voir avec l'autre finalement, mais avec c'est une projection qu'on fait sur nous. Je comprends un peu, ouais. Elles se sont Ouais. après. On va parler. Aucune sororité, hein. Non. C'est pas bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, j'ai pas très bien compris. Toi, ce que tu es en train d'exprimer, donc si j'exprime avec mes mots, tu vas dire, d'après ce qu'on a dit, que le couple va permettre à une personne de se découvrir elle-même. Oui. Quand elle est face à une personne qui lui renvoie une image négative d'elle-même, parce que c'est ce qu'elle est finalement, eh ben, ça va créer une adversité, ça va créer une forme de rejet de la personne parce qu'elle nous renvoie à nos erreurs, à ce qu'on est de négatif. D'accord? Ça c'est vrai. Et donc, où est-ce que ça nous amène ça? Ça c'est vrai, jusque-là c'est vrai, ça peut créer ça. Une personne qui finalement n'a pas la maturité de se dire, finalement je dois être reconnaissant, je dois apprécier le fait que cette personne face à moi me renvoie et me pousse à rectifier le tir. C'est quelqu'un qui n'a pas cette maturité, c'est problématique. Il faut la développer cette maturité. Il faut avoir conscience que quand on se marie, sans que ce soit dans un but, on va dire très égocentrique, de dire c'est pour moi, d'accord, je vais m'améliorer, d'accord, je vais me bonifier grâce à l'autre. C'est aussi ça, d'accord, dans la mesure où de toute façon c'est pas pour moi, pour mon plaisir, mais c'est pour un développement humain personnel qui va me permettre d'être une meilleure personne humainement. C'est positif, même si je le fais dans mon intérêt. Il n'y aura pas que ça, ce sera ça et d'autres choses. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas cette maturité, effectivement, ce sera problématique, ça va créer des situations conflictuelles. En fait, je pense à ça parce que, ok, j'y suis, parce que je voulais en fait comprendre la source de cette incohérence des gens qui sont très généreux à l'extérieur, qui élèvent leur époux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la guerre, quoi. Qui élèvent leur époux? Pas élevé, pas dans le sens éduqué, mais le mettre sur un piédestal, genre à l'extérieur. C'est pas de ça qu'on parle, on parle pas d'une personne qui met l'autre sur un piédestal. On parlait d'une personne qui elle-même, à l'extérieur, est très généreuse. Elle-même. C'est pas l'autre qui la met dans cette position-là. C'est une personne elle-même à l'extérieur. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs notions. Il y a la notion de ce qui est déjà acquis, ce qui ne l'est pas encore. Moi, si je suis, on va dire, plus enclin à passer du temps à écouter un tel et une telle dans ses problèmes, et moi, ma femme, ça peut être parce que ma femme, elle était acquise, d'accord? Alors que l'autre, non, elle n'est pas encore acquise. Acquise dans quel sens? Acquise dans le sens de la considération, de l'admiration, du lien qui va se créer, alors qu'avec ma femme, le lien, il est déjà là. Donc j'ai plus besoin, je vais estimer, je vais ressentir, évidemment c'est une erreur gravissime, ressentir que c'est déjà acquis, donc j'ai plus besoin de m'investir. C'est ça le problème, il y a des couples, même pas mal je pense, qui prennent cette acquisition comme c'est bon, je l'ai, je me suis mariée, maintenant bon, on verra quoi. Ouais.
Mais du coup, je pense que les personnes qui... En fait, dans un couple, s'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas toutes ces pensées-là, je pense. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, si chaque personne de son côté va des cours de Torah ou n'importe. Alors, tu as raison. Maintenant, juste quand on parle de Torah, ça dépend. Ça dépend de l'approche qu'on a quand on étudie de la Torah. Okay. Si c'est une approche qui est purement ou alors surtout intellectuelle, non. Une personne ne se changera pas humainement par l'écoute de cours de Torah si elle n'a pas justement une recherche profonde d'en faire l'usage de cette façon-là. C'est-à-dire que tu peux très bien écouter des cours de Torah et intellectuellement ça te parle, d'accord, ça éveille chez toi une certaine curiosité, donc ça t'intéresse, donc t'écoutes. Mais est-ce que tu cherches réellement à faire que cette Torah, elle te transforme? Ben, ça dépend des gens. On connaît malheureusement des gens qui baignent dans la Torah, d'accord, dans l'étude de la Torah. Malheureusement, humainement, ça ne devient pas des meilleures personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont une approche de la Torah qui est une approche intellectuelle. Et c'est évidemment très problématique. Il faut que la Torah, on l'étudie en cherchant dans la Torah justement un raffinement humain. Et si c'est le cas, si c'est ce qui m'anime quand j'écoute et quand j'étudie de la Torah, alors oui, là je vais devenir une meilleure personne. Et donc nécessairement, si je deviens une meilleure personne, ben, dans mon couple aussi, ça va s'exprimer de la même manière. Tu as dit qu'ils ont une approche intellectuelle? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ben, c'est un savoir, c'est intéressant. La Torah, c'est intéressant. Quand tu étudies la Torah, tu apprends plein de choses. Et c'est tout? En gros, ouais, mais il n'y a pas de recherche de la pratique. Mais si elle leur pas seulement la pratique, une recherche de travail sur soi, de développement de soi. C'est-à-dire, c'est clair, il y a le cerveau, d'accord, et il y a le cœur. Donc, à chaque fois, il y a un verset qui dit « Va chez Vota, elle va vecha ». C'est-à-dire qu'il faudra que tu fasses le travail de faire transiter la Torah que tu as acquise intellectuellement dans ton cœur. D'accord? Il faut faire ce travail-là, parce que sinon, si ça reste juste intellectuellement, toi, tu te restes la même personne. Il y a une notion qui dit la chose suivante également. Il y a une notion qui dit « Chamor nosé sfarim ». C'est-à-dire que quand tu vas avoir des fois ce qu'on appelle un sage, d'accord? Mais en fait, on ne va pas exprimer vraiment comme étant un sage, mais on appelle ça un talmid racham, d'accord? Et ben, on va appeler ça des fois un chamor nosé sfarim. C'est quoi? C'est un âne qui porte des livres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui finalement est resté à l'état animal, bestial, d'accord? Il n'a pas affiné son comportement, mais il a effectivement plein de connaissances. Bah, ce serait comme un ordinateur, un disque dur sur lequel tu as mis plein de livres. D'accord? Et s'il devient plus agréable, plus chaleureux, plus humain, non, pas du tout. Ça reste un disque dur, de la mémoire, dans lequel tu as mis des livres et basta. Okay? Donc ça, c'est dans la mesure où je n'utilise, je n'appréhende la Torah que avec cette approche-là, intellectuelle. C'est beau, d'accord? J'ai appris, j'ai étudié, je conçois, j'accepte que la Torah soit une sagesse divine, donc du coup, bah, ça m'attire. Attends, on propose d'étudier du divin, je veux, d'accord? C'est incroyable quand même. J'ai le choix entre une Torah divine ou alors des autres sciences, des autres connaissances qui sont plus terre à terre, d'accord, plus humaines. Ah bah oui, moi ça me parle, ok. Donc oui, c'est bien, c'est déjà bien. Mais tu vas en faire quoi de ça? C'est quoi le but? Le but c'est juste des connaissances ou le but c'est de devenir quelqu'un de meilleur? Non, c'est de prendre de ces connaissances et de les utiliser, quoi. À l'utiliser à quel niveau? Si c'est une application purement physique et matérielle, c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est juste que c'est pas ça le but ultime de la Torah. D'accord? Quelqu'un il va apprendre les lois. Voilà. Donc le Shabbat, on ne peut pas faire ça. D'accord? Maintenant, lui, il va être une fois en compagnie de quelqu'un qui ne fait pas encore bien Shabbat. Attention, Shabbat, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il va lui rentrer dedans. Bah non. Comme ça. Pourquoi? Parce que le côté humain, d'accord, il va primer. Il doit primer. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'ai appris les lois, c'est bien. C'est chacun à son niveau, quoi. Très bien. Mais même moi-même, quand je vais apprendre ces lois de Shabbat, qu'est-ce que ces lois de Shabbat m'ont apporté humainement? Et ben moi, par exemple, spécifiquement pour les lois de Shabbat, à part le côté technique qu'il faut respecter sans aucun doute, d'accord, on n'est pas en train de dire que ça passe après, que c'est pas important, évidemment que c'est indispensable, mais ce que ça va m'apporter le Shabbat, c'est cette notion de retour à l'essentiel, d'accord, d'arrêt sur image, d'accord, d'arrêter dans la production et d'être beaucoup plus dans la consolidation de ce qui est déjà présent, de ce qui existe déjà. Donc, en fait, ça va me permettre, je peux appréhender le Shabbat comme étant quelque chose de purement technique, d'accord, comme plein de choses, la tsniout, ok, la pudeur, ok, donc on m'a dit jupe, et on m'a dit ça, ok, je fais ça, d'accord, mais et quoi, c'est tout? Non, il ne faut pas faire pour faire, c'est plus que ça, c'est que ce que j'ai appris, est-ce que ça m'a juste donné des informations très techniques de ce que je dois faire ou ne pas faire, ou est-ce que non, ça m'a éveillé à quelque chose de plus fort? On parle d'Atzniut, bon, évidemment, on va parler de la pudeur, on a déjà dit que la pudeur, ce n'est pas une notion vestimentaire, mais comportementale. D'accord?
Mais est-ce que parfois les règles peuvent, selon les vies individuelles, aller à l'encontre justement de cette élévation personnelle? Par exemple, je sais pas, une règle de Shabbat, ça va empêcher quelque chose de bien, enfin en tout cas qu'on considère comme bien, chez soi. Ou... Alors, ça change tout. Qu'on considère comme bien. Ça Ouais, peut mais- être, mais comme bien, on va dire, véritable, non, c'est Mais pas qui possible. peut décider de ce qui Dieu. est véritablement bien? Ouais, mais ouais, selon la loi du coup. Ouais. Ok. Et ça, il n'y a pas d'entorse à la règle, parce que c'est une réalité qui est immuable. La Torah, elle est justement, elle est éternelle, d'accord? Elle n'a pas vocation à être modifiée, même ne serait-ce que d'un iota. Pourquoi? Parce que c'est une sagesse divine qui dépasse justement les variations qui existent entre les personnes, les variations d'époque, les variations d'endroit. D'accord? C'est que la Torah qui peut se prétendre d'avoir justement cette universalité, alors que toutes les autres sagesses, à chaque fois qu'on va mettre en place un code civil, un code pénal, eh ben on va l'adapter en fonction d'une époque, en fonction d'une ethnie, en fonction d'une civilisation, en fonction d'un endroit. D'accord? Mais du coup, en quelque part, ça remet un peu en question ce qu'on disait, où on va donc faire parce qu'on sait que c'est bien globalement, même si on n'en perçoit pas le bien directement. Mais donc, on ne se rend pas compte de en quoi ça nous élève si on n'a pas la conscience de ce Alors, qui est bien. ça va dépendre comment est-ce qu'on va l'étudier. Parce qu'un cours, justement, imaginons, voilà, on a pris l'exemple des lois de Shabbat, d'accord? Eh ben, on peut appréhender cela de deux manières. Soit, ben, je vais chercher tout simplement à suivre un cours de quelqu'un qui me donne purement et simplement les lois, de façon très technique, d'accord? C'est une approche. Mais effectivement, jusque-là, ça ne va pas, dans un premier temps, en tout cas de façon rapide, me permettre de devenir une meilleure personne. Je vais pouvoir pratiquer en étant tout le temps quelqu'un qui n'a pas particulièrement développé le côté justement de la recherche du lien avec l'autre. Parce que le Shabbat, c'est ce qui me permet de développer. Tu vas me dire, oui, mais je peux créer du lien avec mon téléphone. Oui, mais quelqu'un qui est un peu plus honnête, c'est que le téléphone, enfin les smartphones, les réseaux sociaux, dans beaucoup de situations, d'accord, éloignent plutôt que ce qui rapproche. Donc là, moi, si j'ai appris justement que c'est ça à quoi ça peut me mener, alors quand je vais être dans le respect du Shabbat, je ne vais pas justement juste être dans le respect très technique de dire je n'ai pas le droit de faire ça donc je ne fais pas ça. Non, j'ai compris que le respect du Shabbat, il peut me permettre de développer en moi un côté beaucoup plus humain, beaucoup plus fort dans le partage, dans l'écoute. Et donc c'est ce que je vais faire. Donc moi, en tant que père de famille par exemple, en tant qu'époux et père de famille, ben, si j'ai pris les lois de Shabbat de cette façon-là, je les ai abordées de cette façon-là, et ben maintenant le Shabbat, je ne vais pas être juste dans le retrait des interdits, mais je vais être dans la proactivité du positif. Donc maintenant, je vais me dédier mon temps à ma femme. D'accord? Parce que quelqu'un, quelque part, il pourrait dire, alors, ok, je ne transgresse pas le Shabbat, évidemment, je suis pratiquant, mais qu'est-ce que je fais? Ben, je vais me reposer. Je vais faire la sieste, donc je vais faire 8 heures de sieste Shabbat. Ok? Vendredi soir, Shabbat rentre tôt, 20h30, je suis couché. Ok? Je me réveille le lendemain à 8h30, j'ai fait ce qu'on appelle en hébreu un begel. D'accord? Un rond. Ok? Donc j'ai fait 12 heures de nuit. Mais ça, c'est quelqu'un qui se sera limité à respecter Shabbat stricto sensu. D'accord? Pas fait de mélacha, pas fait d'interdit. Mais quelqu'un qui a compris qu'en fait, dans le Shabbat, c'est que se cache quelque chose de beaucoup plus profond, qui est un développement humain et personnel. Alors du coup, lui, non, il met en application. C'est-à-dire que maintenant, il y a du temps, parce qu'il ne peut pas faire telle et telle chose qui sont interdites, et pas très bien. Dans ce temps-là, maintenant, il le dédie à sa femme, à ses enfants, etc. Et en fait, c'est vrai dans tout. D'accord? Tout ce qu'on fait. Parlons, d'accord, on s'est un peu éloigné du compte, mais c'est pas grave. Parlons par exemple de ce qui est les lois de la cache-route, de ce qu'on peut ou on ne peut pas consommer. Alors quelqu'un va te dire, ok, moi j'ai entendu les cours de tel Rav, j'ai suivi tel Rav, il a dit voilà, ça je peux manger, ça je peux pas manger, entre le lait et la viande je dois tant de temps et tant de temps, et voilà, il connaît tous les détails. D'accord? Très bien, c'est bien. Maintenant, est-ce que ça a développé chez lui quelque chose, une identité plus forte, plus raffinée de sa personne? S'il s'est limité à l'étude stricte des lois, non. Comment est-ce qu'il va pouvoir aller plus loin? C'est en ayant pris conscience, en écoutant, ça ne pourra pas dans le cours, qu'en fait les lois de la cache-route, elles permettent à une personne d'affiner son comportement par le fait qu'il développe une maîtrise de soi, une maîtrise de ses pulsions. Pourquoi? Parce que juste dans une situation, j'ai faim, ça me donne envie, mais je me retiens. Donc je ne suis pas comme l'animal qui, dès qu'il a envie, il laisse parler ses pulsions. Non, moi je deviens une personne qui arrive à se contrôler. Voilà ce que les lois de la cache-route peuvent amener à une personne. Le lait, la viande, pareil. D'accord? J'ai mangé maintenant un bon Big Mac, j'ai envie de finir par une glace à l'italienne au lait, et je me retiens, je le fais pas. Alors, pourquoi? Comment on fait pour retenir ce rachat qu'on a en nous, genre, il y a des personnes, ils n'arrivent pas, genre, c'est très dur. Oui, mais ça se C'est travaille. mental, en fait. Ça se travaille progressivement. C'est comme du sport. Si je te demande de me faire 500 pompes, tu ne me les feras pas. Ouais, si je te demande de me faire 2, peut-être oui. Ouais, c'est Pardon? la répétition. Ouais, exactement.
question de discipline et question d'entraînement. Et ok, mais les personnes qui te disent oui, j'ai fait 1 an ou 2 ans de yeshiva et tout ça, et qu'au final, derrière, en fait, tu vois que ça n'a rien donné. C'est ce qu'on vient de dire. Parce qu'en fait, ces années d'yeshiva, malheureusement, ils les avaient abordées et ils les ont passées de manière intellectuelle. Ça veut dire que, bah oui, c'est intéressant, je t'assure. Alors, en tant que jeune fille, normalement, vous n'étudiez pas le Talmud, mais un jeune homme ou une jeune fille qui ferait une découverte du Talmud et qui se plonge pendant 1 heure ou 2 dans une étude réelle dans le Talmud, je t'assure, tu ressors, tu as des étoiles dans les yeux. C'est magnifique. Comment est-ce que ça fonctionne, la gymnastique intellectuelle qu'il y a dans le Talmud. C'est splendide. D'accord? Donc, tu vas avoir plein de gens qui vont kiffer étudier le Talmud. Pourquoi? Parce que je te dis, c'est une gymnastique intellectuelle. Ça fait plaisir. Tu sors, c'est de la dopamine. D'accord? Tu kiffes. Ok? Et donc, il se peut que certaines personnes, justement, desquelles tu parles, c'est ce qu'ils aient fait pendant des années. Mais parce qu'ils n'ont pas eu cette démarche de se dire, la Torah que j'étudie, c'est une Torah qui est censée me changer, me faire évoluer. Ouais, donc alors ça sert à quoi de mettre un pied dans une yeshiva? Mais ça sert à rien, ou c'est même destructeur pour quelqu'un qui ne fait pas avec la bonne approche. C'est une question d'approche. Et le problème, c'est que comme on l'a déjà dit aussi récemment dans un des cours, c'est que, la semaine dernière dans le thème de la sexualité, c'est qu'en fait, chaque chose, plus elle a un potentiel. Ouais. Toute chose, plus le potentiel positif est grand, plus le potentiel négatif l'est également. En fait, c'est proportionnel. D'accord? Donc, on avait parlé ça justement dans la sexualité, c'est que les relations conjugales dans un couple ont un potentiel de sainteté tellement élevé que leur pendant, il est qu'on peut se casser la figure et tomber dans des extrêmes de moralité, de non-moralité justement. Et donc c'est ce qui justifie le monde extérieur. Il faut voir qui est complètement à la ramasse sur ce thème-là, et c'est pas nouveau, comme on l'a dit, en tout temps ça a été le cas. En fait, c'est juste exactement la preuve de la sainteté ultime et incroyable qu'il y a dans cette notion-là, qui est justement ici bafouée. Et en fait, c'est pareil. La Torah, elle peut être un vecteur et un propulseur humain incroyable, mais elle peut être aussi destructrice, complètement dans l'autre sens. Une personne qui n'en fait pas usage comme il faut, et en fait, ça peut créer chez lui l'effet totalement inverse. Ça va créer chez lui une forme de suffisance, d'accord? De ressentir finalement, oui, moi je connais plein de choses, je suis au-dessus de toi, je suis supérieur. Et en fait, cette suffisance-là, elle va l'enfermer et l'enterrer dans un non-sens humain. D'accord? Bon, on s'est pas mal égaré. Maintenant, si on revient à nos moutons, d'accord? Donc, on a parlé du fait que la passion, okay, elle va être cadrée par nos sages, d'accord? Par cette notion de nida. On en a parlé, c'est une des notions qui vont permettre d'entretenir cette passion. Alors, on a dit, mais quelque part, on perd la spontanéité. Et bien, en fait, on a déjà développé le fait que cette spontanéité, malheureusement, si on s'attend à la ressentir tout le temps, on peut toujours attendre, d'accord? Malheureusement, la réalité veut que ce ne soit pas comme ça que ça fonctionne. Mais plus que ça, on voit en réalité même dans la liturgie, d'accord, que c'est comme ça que ça marche. Les prières, on a une obligation pour les hommes au moins de prier 3 fois par jour à des horaires très fixes. D'accord? Et cette prière-là, dans des moments fixes, c'est justement pour entretenir un lien avec notre partenaire, avec un grand P qui s'appelle Dieu, d'accord, de façon régulière. Mais tu peux en dire pareil. Mais non, laisse la prière au bon vouloir de chacun. Quand il ressent profondément un élan, d'accord, spirituel et une volonté de s'exprimer, de parler à Dieu, d'échanger avec Dieu, alors il le fera. Pourquoi cadrer? Encore une fois, en fait, on prouve de là justement que la prière, elle est cadrée non pas seulement par les sages, par la Torah elle-même, d'accord. La source des 3 prières, matin, midi et soir, elle vient de la Torah, avec nos patriarches, d'accord. Mais c'est en fait parce que la Torah, en tant que sagesse ultime, puisque c'est elle qui est qui est à l'origine de notre existence, d'accord. Elle connaît la nature de l'homme, et il y a besoin de le cadrer dans quelque chose d'organisé, d'accord, pour que ça se passe. Si on attendait que ça se passe naturellement, ça ne se ferait pas également dans la prière. Mais malgré tout, dans la prière, comment on fait? Alors ok, je dois prier 3 fois par jour. Maintenant, quand j'apprends ma prière, je viens et je le fais de façon mécanique, d'accord, obligatoire, donc sans le moindre cœur ou pas. Et en fait, il y a tout un travail qui se fait progressivement dans la prière. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aussi un petit peu dans le même modèle que la Nida. C'est que
la prière, elle est façonnée de la sorte à ce qu'il y ait une progression, d'accord, dans ce que j'exprime. J'ai exprimé d'abord des louanges, ensuite j'ai exprimé des remerciements, etc., etc. Et ben il y a tout un plan, d'accord, très clair de la prière qui va me permettre de monter, de développer progressivement ce sentiment-là que je dois chercher à développer de volonté, de connexion avec mon partenaire qui s'appelle Hachem. Ok. Également, d'ailleurs c'est intéressant, donc on parle du manque de spontanéité, mais ce que je voulais aussi dire au début par rapport à la Torah, ce qu'elle peut influer, et bien en fait c'est vrai comme je l'ai dit au début, comme on a dit au début, c'est que la Torah, si je veux qu'elle influe rapidement sur ma personne pour faire de moi une meilleure personne, il va falloir que je la fasse de façon à vouloir chercher cela. Mais sinon j'ai dit que ce sera plus lent, et des fois ce sera même pas présent, mais souvent ce sera plus lent. Pourquoi? Parce qu'en fait l'action même, c'est elle qui développe chez moi, qui amplifie chez moi le côté spirituel. Alors j'explique. Il y a une phrase, on la ramènera on ramènera tout le passage mardi dans le cours sur les 113 mitzvot, qui est ramené, que tous les penseurs juifs ramènent, qui est la phrase suivante. Ahare apeulot nimshachim alevavot. C'est-à-dire que les cœurs suivent les actions. Ça veut dire quoi? On pourrait penser que on a des personnes qui viennent avec une sensibilité particulière au spirituel. Et donc, cette sensibilité-là, c'est elle qui va les amener, les pousser à ensuite pratiquer telle et telle action. D'accord? Et d'autres vont être moins sensibles spirituellement, du coup, elles vont faire moins d'actions. En réalité, nous dit ici ce rav qui s'appelle le Chinour, dit que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à la base, on vient tous avec une sensibilité qui est plus ou moins semblable. Mais comment est-ce qu'on va amplifier, développer cette sensibilité? D'accord? Le fait qu'on soit plus attiré par le fait de faire des bonnes actions ou pas, c'est les bonnes actions que l'on va pratiquer. Donc, j'ai eu une discussion de ça avec une jeune fille il y a quelques semaines qui me disait moi, tant que je ne conçois pas, je ne fais pas. Tant que quoi? Tant que je ne conçois pas, je ne fais pas. Ah, Okay. il y en a beaucoup qui pensent comme Beaucoup, ça. évidemment. Alors d'abord, on a une idée de la Torah claire et nette qui nous dit l'inverse. C'est la notion de Naseh Benishma. Tu fais et ensuite tu comprendras. Ouais. D'accord? Mais maintenant, venez, on sort du côté très conceptuel du Naseh Benishma. En fait, la réalité, elle est justement l'inverse. C'est que fais, et le fait même d'être dans l'action positive, ça va éveiller chez toi une sensibilité spirituelle que tu n'avais pas encore, qui somnolait en toi, et ça va de facto te permettre d'accepter et de comprendre et de palper et de percevoir ce qui se cache derrière. C'est-à-dire que quand tu ne fais pas encore, tu es insensible, même si on t'exprime avec des mots, très souvent tu vas rester insensible, ça va rester, en termes de, ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre. D'accord? Alors que quand tu pratiques, plus tu vas pratiquer, plus tu vas éveiller cette sensibilité spirituelle que tu as en toi, et plus tu vas finalement pouvoir être réceptif à ce qu'on essaie de te proposer comme explication, comme justification, comme sens aux choses. En fait, ce sont nos actions qui vont influer sur la suite. Et donc, pour revenir à notre thème de la passion, évidemment que, comme on l'a dit, c'est naturel, d'accord, que en termes de fréquence, ça baisse. D'accord? La passion, au début, elle sera présente, elle sera forte, mais naturellement, elle va être amenée, si on ne fait rien pour la maintenir, elle va être amenée à descendre. Mais, bien que je vais suivre un schéma que l'on m'a quelque part forcé à suivre, on me dit, tu vas retrouver ta femme, en même temps retrouver son mari, tous les mois, et vous allez ensuite vous séparer, etc. On va me forcer quelque part à quelque chose qui n'est pas spontané. Mais c'est pas grave. Parce que quelque part, en agissant de cette façon-là, en exprimant de l'amour pour l'autre dans ces moments-là, c'est ça qui va permettre de développer et d'entretenir cette passion. Bien qu'elle ne soit pas présente spontanément, mais c'est parce que tu vas l'exprimer que tu vas l'entretenir. Donc, tu ne vas pas l'exprimer spontanément à chaque fois, mais tu vas exprimer de la passion, d'accord? Parce que finalement, on va te dire, tu retrouves ton mari, ton conjoint, qu'au bout de 10 jours, 12 jours, là tu vas avoir une vraie passion. Cette passion, elle va éveiller chez toi de la passion, qui va permettre d'être maintenue avec le long terme. Donc, au début, elle est forcée, mais c'est parce qu'on va le faire, parce qu'on va l'exprimer, qu'elle va persister et elle va continuer à s'amplifier en nous. Et c'est pas possible qu'elle soit exprimée tous les jours et qu'on ne se laisse pas de... C'est possible, mais ça demande un travail encore plus conséquent. Évidemment, c'est possible. Mais la réalité prouve que ça ne fonctionne pas. D'accord? Après, est-ce qu'il existe des couples exceptionnels qui arrivent à le faire? Peut-être. Mais de ce qu'on connaît du terrain,
c'est facile à dire, mais beaucoup plus compliqué à faire. La réalité, elle est différente. D'accord? La réalité, elle est qu'on n'a pas notre esprit disponible à cela tellement facilement. Mais ça D'accord. dépend des gens, je pense. Ça dépend, mais on se reparlera quand tu seras marié. Oui, non mais je parle pas de moi, mais moi par exemple j'ai la chance d'avoir comme modèle mes parents et grâce à Dieu, ils sont trop mignons. Mais est-ce qu'ils étaient comme ça aussi il y a 10 ans? Bah peut-être moins, hein, je sais pas. Peut-être moins. Plus, je sais pas. Ou plus, mais c'est possible. Alors, essaye de leur demander un petit peu, ou de parler avec tes frères et sœurs, ou quoi, pour essayer de faire une analyse. Je ne serais pas étonné qu'aujourd'hui ce soit comme ça et que ça ne l'était pas avant. Parce qu'en fait, justement, En tout cas, depuis que je suis née, donc 22, 23 ans maintenant. Ouais, tu le vis comme ça à chaque fois? Tu l'as vécu de la même manière? Ouais. Et tu vis, toi, tu ressens une passion chez eux perpétuelle, Mais exactement. quotidienne. Bah, après, je sais, je suis pas dans leur couple, je suis Ouais. leur fille, mais De ce que tu perçois. Je vois en tant que fille qui vit avec eux, oui, hein, vraiment. Alors, si Ah, c'est le il y a cas, et que. forcément des- Eh ben, c'est magnifique. Si c'est le cas, c'est magnifique. Moi, d'expérience, je sais que. Après, c'est pas la généralité, voilà. Voilà, je sais que si on n'y travaille pas de façon vraiment très très active, naturellement ça ne marche pas comme ça. Donc parlons-en leur, ça m'intéresse d'avoir ton retour, de savoir comment est-ce qu'ils font, quel est leur secret, quel est leur mode de fonctionnement justement pour entretenir ça. Mais c'est évidemment, ça me paraît évident, et je pense que ça l'est aussi pour toi, que c'est pas naturel, Non, que ça demande un investissement continuel. Parfait, si c'est le cas, tant mieux. D'accord. Après, évidemment, chaque couple, en fonction de ses obligations, de ses contraintes, de sa charge, etc. D'accord. On avance un petit peu. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que dans un couple, d'accord, alors vous n'y êtes pas encore dans le concret, mais quelque part, si dans le couple, on va ressentir que la passion qu'on ressentait l'un pour l'autre, elle n'est plus la même après des années, c'est pas censé éveiller chez nous des remords, des regrets. D'accord, des fois, c'est une réalité ça aussi, des couples qui vont ressentir alors puisqu'on ne ressent plus la passion comme à l'époque, alors c'est qu'on s'est trompé. C'est qu'on s'est trompé, on a fait le mauvais choix. Donc on se sépare. Parce que nous, on partait sur le fait que notre relation ressemble à ce qu'elle était au départ. Et si elle ne l'est pas, c'est qu'il y a eu un bug, d'accord, et donc on doit se séparer. Évidemment que ça c'est une erreur qui est fondamentalement fausse, c'est juste que cette passion-là qui s'est éteinte naturellement, parce qu'un feu s'éteint si on n'entretient pas, et bien maintenant il faut de nouveau raviver. Ça demandera plus de travail, d'accord, de devoir réveiller un feu complètement éteint, mais c'est jamais un signe d'erreur de parcours, dans le sens d'erreur de choix du partenaire. C'est juste qu'il va falloir maintenant y travailler. D'accord. Et donc en fait, pour conclure peut-être là-dessus, je crois qu'on est au bout, ouais. Pour conclure là-dessus, on va s'arrêter là, je pense quand même. Du coup, on n'aura fait que ça ce soir. Bon, il nous restera pour les semaines à venir. En fait, la passion, si vous voulez, elle va changer. Ça va être peut-être la phrase clé, la phrase de fin. C'est que la passion, elle va changer de mode d'expression. C'est-à-dire qu'au départ, la passion, d'accord, elle va être une expression physique, une expression, physiologique, d'accord, qui va mener à une proximité affective. D'accord. Donc au départ, voilà, on est vraiment tout feu tout flamme l'un pour l'autre, et c'est cette passion-là, cette attraction l'un pour l'autre, qui va ensuite nous permettre de développer le côté affectif qu'on va ressentir l'un pour l'autre. Et bien en fait, avec le temps qui passe, c'est exactement l'inverse qui se fait. Ça veut dire que maintenant, la passion, c'est pas elle qui vient spontanément, c'est le côté affectif, émotionnel, sentimental que l'on développe l'un pour l'autre, qui, en s'amoncelant, d'accord, va créer et va développer, va mettre en exergue une passion qu'on va ressentir l'un pour l'autre. C'est exactement l'inverse. Dans un premier temps, la passion, elle est spontanée et elle mène à un côté émotionnel, d'accord, qui n'est pas à l'origine du tout lié à la passion. La passion, c'est juste un sentiment vraiment physiologique. Et ensuite, ça va permettre de venir développer de l'amour pour l'autre, des sentiments pour l'autre, etc. Et avec le temps qui passe, c'est l'inverse qui se passe. La passion, elle n'est pas spontanée. C'est ce que j'ai réussi à développer, ce qu'on a réussi à développer dans notre couple, dans notre relation, dans notre proximité affective, sentimentale envers l'autre, qui va permettre de venir éveiller la passion que l'on a pour l'autre. C'est une réalité que nous vivons déjà, d'accord, avec 13 ans de mariage, mais évidemment que en fait, ça va aller qu'en s'amplifiant. D'accord. Donc, si on conclut ce qu'on a voulu développer ce soir, d'accord, la passion, c'est une notion qui est indispensable dans un couple. Indispensable. On a dit, c'est déjà présent dans l'étymologie du mot homme et du mot femme. Donc le esh, cette passion-là, elle est présente dès le départ. Cette passion-là,
si on n'y travaille pas, elle s'estompera. Si elle s'estompe, c'est normal. Sauf que il ne faut pas ensuite se dire, bon, alors, puisque c'est normal, alors on laisse les choses en statu quo. Pas du tout. C'est normal parce que je n'ai pas fait les efforts pour. Je dois travailler pour l'éveiller. Mais dans mon couple, vous devrez, moi je dois faire le nécessaire pour maintenir le maximum de passion jusqu'à la toute fin. Cette passion, elle doit rester présente. C'est pas comme on avait proposé au départ de dire que finalement on va développer autre chose. Évidemment qu'on va développer aussi plein d'autres choses, d'accord? Mais la passion, c'est ce regard-là, ce love story-là, dans un couple, il doit être présent. Vous voyez, j'imagine comme moi, des fois des vieux couples qui ont 70-80 ans, qui se donnent la main dans la rue et qui marchent comme deux petits jeunes amoureux, d'accord? C'est beau, c'est adorable comme comportement. Et en fait, il ne faut pas se dire non, c'est juste parce qu'ils ont peur de tomber, alors ils se donnent la main. Pas du tout, d'accord? C'est réellement parce qu'il y a une passion profonde qui s'exprime entre eux. Cette passion, elle est le fruit des sentiments qu'ils ont réussi à créer l'un envers l'autre, de cette proximité, de cette complicité qu'ils ont réussi à créer. Donc la passion, elle va changer de forme. Elle va changer de forme, comme on l'a dit, elle va perdre en intensité, en fréquence, mais elle va gagner en intensité. Et également, elle ne va plus être le déclencheur de la relation, mais elle va être la conséquence de la relation. Ok? On s'est arrêté là-dessus. Merci. On va faire un petit tour de table. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous découvrez notre rituel. D'accord? Ton Dieu, il est tout à fait d'accord. D'accord? Donc, un petit coucou, Paloma, tu dis bonjour. Ah, même Yoni, voilà. Voilà, Joseph, tu fais irruption, voilà, comme c'était prévu. Voilà, messieurs, dames. Alors, bravo à vous.